tous. Donc, je vais appeler les intervenants de la table ronde. Donc, j'appelle Maître Corinne Thiérache, qui était dans le GT Exclusif Cyberlex, Adèle Adam de Claranet, Maître Pierre Desmarais et Maître Clara Petit. Alors, nous avons vu que ces nombreux textes juridiques amené du changement dans notre façon de travailler. Je vois déjà un premier changement. Pour une fois, dans une table ronde du Clusif, nous avons plus de femmes que d'hommes. Ça montre une certaine dynamique. Sur ce sujet, d'ailleurs, d'évolution des synergies entre les différents intervenants de nos organisations, je vais commencer avec Maître Corinne Thiérache. Nous avons vu déjà dans le groupe, dans le GT Cyberlex Exclusif, la dynamique entre les directions juridiques, les services informatiques. Nous revoyons ça aujourd'hui dans le groupe de travail DPO et RSSI, quelle synergie, groupe de travail du Clusif. Tous ces textes nous amènent à travailler ensemble. Comment voyez-vous ces dynamiques entre les différentes entités de l'entreprise ? Merci de m'avoir convié à cette table ronde. Je voulais juste rapidement revenir sur la présentation qui a été faite du groupe de travail Cyberlex Exclusif à laquelle j'adhère totalement, puisque nous avons revu ça ensemble. Et surtout, je voulais ajouter que le terme de fil d'Ariane ou de boussole était deux termes très bien choisis, parce qu'effectivement, ce n'est pas une Bible, ça n'invoque pas consultation juridique. Et d'ailleurs, vous verrez que dans nos propos introductifs, on met bien de côté certains aspects qu'on n'a pas traités, parce qu'avec les personnes présentes responsables de la sécurité des systèmes d'information, donc représentées par le Clusif, on avait considéré que ce n'était pas des thèmes majeurs. Et dernier point aussi, répéter aussi que pour bien se comprendre, il faut avoir une sémantique claire. C'est pour ça aussi qu'on a mis un glossaire en plus des fiches thématiques. Donc, pour bien comprendre la nécessité effectivement d'un dialogue au sein de l'entreprise à travers les différentes directions, DRH, marketing, les différentes directions métiers, et surtout la DSI et la direction juridique, en fait, il faut faire en sorte que les choses aient un sens. En fait, on comprend qu'on a plus d'adhésion et de compréhension de la nécessité d'adopter un texte et de l'appliquer dès lors qu'on comprend le sens et la portée de ce texte. Et ce qui était très important dans le cadre de ces travaux, c'est que souvent, on nous dit le droit, d'ailleurs moi-même en tant qu'avocat, j'ai toujours dit le droit, rien que le droit n'est pas intéressant en soi. Comme l'a très bien dit mon confrère Gilles Rouvier précédemment, et Garance Mathias dira la même chose, nous en tant qu'avocats, ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner le client avant tout pour qu'il développe son business, ses activités. Donc le droit ne doit pas, et ça a été redit aussi par un autre intervenant, des collectivités locales, territoriales, c'est un outil, mais ça doit pas être un frein, c'est un vecteur de croissance et de développement. Donc tout ça pour dire que dès lors qu'on donne du sens aux choses, on va dire que les choses se déroulent rapidement. Les DSI, très vite, quand on avait des contacts avec des DSI, souvent, ils se plaignaient de ne pas être écoutés de leur hiérarchie. On est seul, les directeurs juridiques ne s'intéressent pas à nous, etc. Et ça a été effectivement évoqué dans le cadre de groupes de travail où les DSI et RSSI, en fait, étaient un peu inquiets de toute cette avalanche de réglementation qui vous a été présentée, parce qu'on voit bien qu'ils sont au cœur, en tant que responsables des systèmes d'information, avec une dématérialisation, digitalisation de l'économie, ils sont au cœur de devoir préserver, on appelle ça patrimoine informationnel, bon, ça va jusqu'au secret des affaires, comme ça a été évoqué, des brevets, des données à caractère personnel. Donc forcément, il pouvait y avoir une certaine angoisse. Donc dans le cadre de ces travaux, il a fallu aussi les rassurer, en disant que dès lors qu'on va démontrer qu'il y a du sens, il n'y a pas forcément une angoisse, mais au contraire, un vecteur pour les DSI et RSSI, de monter dans la hiérarchie de l'organisation, puisqu'ils vont être un point central, justement, du fait de l'évolution de l'économie. Et à ce sujet, j'illustrerai ce propos avec une anecdote très simple. Il y a 5 ans, le cabinet dans lequel j'exerçais à l'époque avait monté une conférence sur le risque.
Donc avait tout de suite été identifié le risque pénal, le risque social, le risque fiscal. Puis moi, évidemment, j'avais levé le doigt, mais ça reflète aussi ce que tu as dit, Gilles Rouvier, c'est que maintenant, on est au cœur. Mais il y a 5 ans, ce n'était pas encore tout à fait le cas. Et on peut dire merci au RGPD. Je ferai un lien, même si on nous a dit de ne pas parler du RGPD, parce que pour moi, c'est un changement total de paradigme, et ça va aider tout le monde à instaurer ce dialogue qu'on appelle de nouveau depuis plusieurs années, et ça va nous faciliter. Et alors, on m'a dit, Corinne, tu prêches pour ta paroisse, c'est quoi le risque cyber, évidemment, avec Myriam, évidemment, le risque cyber, la cybercriminalité, on en a parlé, de même que la protection des données, la loi du janvier 1978, on n'a pas attendu le RGPD pour se préoccuper de la protection des données caractères personnels, notamment en France, puisque la loi était précurseur. On m'a dit, Corinne, non, ça ne va pas intéresser les clients, etc., les directions juridiques qu'on avait invitées à l'époque. Effectivement, j'étais dans l'assistance, j'ai posé ma question. J'étais avec des clients, notamment des RSSI, des DSI. J'ai posé la question, en fait, que pensez-vous? Qui va traiter le risque cyber? Il dit, c'est quoi le risque cyber? Je dis, donc, je développe, j'illustre. Et là, grand silence, 5 secondes de silence. Qui se prend la parole? Bon, un directeur juridique se prête au jeu. Il dit, en réalité, pour nous, ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème de DSI. Et là, mes clients me disent, Corinne, rien que pour ces 5 secondes de silence et la réponse qui a été dit, je renvoie la patate chaude au DSI, qui en même temps va se plaindre qu'il n'y a pas de dialogue avec le directeur juridique, c'était important. Et maintenant, on est vraiment à cette situation pivot où en fait, et très certainement avec le buzz autour du RGPD, certainement avec de l'excès, parce qu'on voit tout et n'importe quoi écrit sur le RGPD, y compris des choses complètement inexactes, et bien la direction, on parle à la direction juridique, qu'on parle à son DSI, et là, on est obligé de discuter au sein des métiers, et c'est très important. Et dans le cadre des travaux que l'on a fait donc, sur 2 ans, donc on a pu échanger longuement, et vous imaginez bien qu'un vadémecum de 60 pages n'est pas exhaustif de tous nos échanges, mais ce qui était très, très, formateur et enrichissant de part et d'autre, c'est qu'on a eu vraiment la situation du DSI dans le cas où, en fait, ces analyses ne sont relayées par aucun pouvoir au sein de l'entreprise. Ce n'est pas pris en compte. C'est pour ça que vous verrez notamment plusieurs cas sur lesquels on a porté un focus particulier, c'est-à-dire la hiérarchie des normes. Qu'est-ce que c'est que la hiérarchie des normes pour un DSI? Qu'est-ce que c'est la différence entre une loi par rapport à un décret ou un arrêté? On a parlé de directive, mais quelle est la différence entre une directive ou un règlement? De même, on a aussi parlé, et ça c'était très manifestement anxiogène chez les DSI, c'est la responsabilité, civile ou pénale. Parce qu'à chaque fois, ils disaient, mais attendez, c'est bien beau, nous on alerte notre direction, nos supérieurs, mais on ne nous donne pas les moyens pour faire correctement notre travail. Donc s'il y a un souci, notamment en cas d'attaque, que des données soient exfiltrées, etc., quelle va être notre responsabilité? Et donc c'est pour ça que on a relayé tous ces éléments dans le cadre du vadémécum parce qu'il suffisait de leur dire, mais attendez, on ne va pas vous mettre la responsabilité sur le dos, c'est avant tout le dirigeant et la société qui est responsable si elle ne met pas en place. Et au DSI, évidemment, de tracer ces demandes de moyens en termes de choix de logiciels, d'applications, simplement de règles organisationnelles pour apporter la preuve, attendez, avant de me licencier, de me faire porter le chapeau, vous voyez en réalité que vous m'aviez donné une délégation de pouvoir pour que j'assume totalement la sécurité de l'entreprise, mais en réalité, vous n'en avez pas donné les moyens. Donc là, c'est la jurisprudence, etc. Dernier point, pour retomber sur le sens, et ça, Myriam, je lui ai tout de suite dit tout à l'heure, tu ne vas pas être trop anxiogène, mais tu ne l'as pas été, je te remercie, parce que souvent, on nous reproche, nous, avocats, d'être trop anxiogènes. Mais ce qui est important aussi, c'est pour ça que je parlais de changement de paradigme au sein du RGPD, et on a vu tout ce qui se préparait, et ça c'est que les entreprises vont être aussi des acteurs actifs de la sécurité. Donc vous, avec vos métiers, vous avez une véritable autoroute devant vous pour faire monter vos compétences, et Dieu sait qu'on a déjà fait une estimation qu'on va en manquer. On a fait une évaluation du nombre de DPO dont on va avoir besoin d'ici le 25 mai 2018. Et effectivement, le DPO, quelles vont être ses compétences? Et ça, on voit bien qu'un DPO va être d'abord un homme ou une femme de dialogue.
d'expérience, certes, mais de dialogue surtout, qui avait en capacité de faire remonter l'information pour faire la cartographie et surtout mettre en place les schémas organisationnels pour s'assurer de la conformité, parce qu'il ne s'agit pas de faire un audit de conformité one-shot pour être en conformité le 25 mai 2018 en disant c'est bon, j'ai ma conformité. Ça va être quotidiennement maintenant. C'est-à-dire les audits, ou plutôt les enquêtes de la CNIL, ça ne va pas tomber simplement le 26 mai 2018, mais 2019, 2020, 2021. Donc il va falloir être en conformité sur le long cours. Et dernier point, je reviens à mon introduction sur le fait qu'il faut donner du sens aux choses pour que les gens ne rejettent pas les textes juridiques qui peuvent parfois être rébarbatifs. Mais je vous dirais que vos normes, parfois techniques, sont aussi rébarbatives. Et finalement, on en trouve tout l'intérêt et la substantifique moelle parce qu'on va échanger avec vous. Et donc, du coup, on va se dire « Ah bah oui, mais c'est hyper intéressant, ça répond vraiment point par point aux défis technologiques. » Les textes juridiques, c'est pareil. Et le sens, c'est ça. C'est qu'en fait, vous voyez que maintenant, le droit français est tout à fait irrigué par le droit européen. Et j'alerterai juste sur un des derniers discours, je crois cet été, du président de la Commission européenne, qui a dit que le RGPD, mais d'autres textes, le Nice, etc., participaient de la construction du marché unique du numérique, le MUN, et qu'il était important pour faire face à un danger énorme qui est la cybercriminalité, que l'on soit tous proactifs pour s'assurer que les failles, il y en aura forcément, mais qu'on évite d'en avoir de trop graves. Et là, je terminerai par le propos, le fait divers qui nous a fait tous sourire, et j'intervenais au Millipol, donc ça tombait bien que j'écoute la radio à 6h30 du matin, l'attaque dont a fait l'objet Uber. Bon, vous savez quelle a été la communication. Bon, déjà, si RGPD devait s'appliquer, ils sont largement hors délai, puisqu'ils ont communiqué 9 mois après, et c'est le dirigeant actuel qui a voulu communiquer certainement pour se faire une virginité. Résultat de tout ça, parce que bien sûr, vous aussi, quand vous allez relayer vos budgets, vous allez avoir besoin de budget, éventuellement, comme on l'a dit, un budget avocat, etc., ou en tout cas la direction juridique, c'est de dire non seulement, peut-être que ça sera des coûts en termes de temps organisationnel, certainement en sensibilisation en interne, mais ça sera un investissement pour l'avenir. Et maintenant, on est d'accord pour dire que ça va être un avantage concurrentiel. On parlait de la confiance. Je reviens à Uber. Regardez, déjà Uber, déjà ils n'étaient pas en superposition avec les scandales de harcèlement sexuel, les manières dont ils traitaient leurs chauffeurs. Mais cet effet d'annonce, et on l'a déjà eu aux États-Unis précédemment dans des réseaux de distribution de retail, de dire qu'en réalité, ils vous disent gentiment que les données à caractère financier n'ont pas été touchées. Mais le permis de conduire, ça veut dire quoi? Qu'un permis de conduire qui a un titre extrêmement important pour pouvoir éventuellement circuler dans le monde, normalement il faut un autre papier, mais on sait que parfois que si on a ça, ça permet d'ouvrir certaines portes. Ils l'ont même pas, ils l'auraient dû en termes d'archivage, en tout cas je ne vais pas vous apprendre votre métier, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de raison de mettre un degré de sécurisation moindre pour les données des titres, des copies, des scans des permis de conduire, on est bien d'accord, par rapport aux données à caractère financier. Donc son concurrent numéro 2, il est en train de remonter, c'est-à-dire que là, Uber est en train de perdre des clients, clairement. La question, et ça je vous laisse y répondre, est-ce que le concurrent numéro 2 sera plus en conformité et aura l'intelligence de tirer les leçons de problèmes Uber pour ne pas se faire lui aussi hacker? Et ça, c'est vraiment une problématique. Donc moi, je dirais que j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein, bien sûr, mais tout ce qui est en train de se construire, de se faire dans la coopération, partenariat public-privé, les dialogues que l'on instaure, le juridique par rapport aux techniques, éventuellement aussi avec le marketing pour le développement du business, etc., c'est salvateur. Heureusement que ça arrive maintenant. Espérons que ça ne soit pas trop tard, parce que nous sommes plusieurs dans le domaine, j'exerce depuis 22 ans à en parler, comme le privacy by design et privacy by default. Je vous rappelle juste que Cyberlex avait publié un rapport sur le droit à l'oubli numérique, quand j'étais présidente de Cyberlex, au moment où NKM était secrétaire d'État chargé du numérique. Et parmi nos recommandations, 2010, privacy by design, c'est-à-dire que maintenant, vous aussi, en amont, quand on va vous mettre des nouveaux produits, des nouvelles applications, etc., qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment, la security by default, etc. Avant de mettre des nouvelles applications, des nouveaux produits sur le marché, posons-nous la question en amont et n'ajoutons pas une brique technologique après coup, on sait que c'est moins efficace,
Et je dirais qu'on pourrait faire un parallèle, puisque travaillant aussi beaucoup sur des projets d'intelligence artificielle, maintenant, les clients, ils font l'intelligence artificielle. Comme j'accompagne aussi les clients sur les essais cliniques, je fais des comparaisons avec les responsabilités du pharmacien responsable au sein d'un laboratoire. Il faut qu'il y ait l'éthique dans tout ça. C'est-à-dire vous-même, il faut que vous puissiez dire ah, attention, on va trop loin. Je vous propose maintenant de passer la parole à un fournisseur. On a dit changement de paradigme. Avec les nouvelles législations, nous sommes amenés à dialoguer avec les métiers, avec la direction juridique, avec la direction du numérique. Nouveau paradigme aussi, notamment via le RGPD, avec la responsabilité qui est aussi portée par les sous-traitants. Et j'aimerais donner la parole à Adèle Adam, qui est DPO chez Claranet. Claranet, fournisseur de services dans le nuage. Oui, tout à fait. Donc, Claranet, c'est une société d'hébergement et d'infogérance d'applications critiques. Donc, nous, on a vu dans les présentations, il y a de nombreuses réglementations, de nombreuses règles qui s'appliquent au monde du numérique. Nous, on est touché chez Claranet à 2 titres. On a vraiment une double casquette. On est touché en tant que sous-traitant parce que nos clients vont venir avec des exigences. Ils ont des métiers qui sont très demandeurs. On a des clients qui traitent des données critiques pour leur cœur de métier, d'autres qui traitent des données sensibles au sens de la loi informatique et liberté. Notamment, on est hébergeur de données de santé, donc on a un certain nombre de clients qui travaillent dans le domaine médical et qui ont besoin d'infrastructures sécurisées pour la donnée de santé. Donc on a beaucoup d'exigences qui nous viennent de nos clients. Et puis on a aussi les exigences qui s'appliquent à nous en tant que, par exemple pour le RGPD, en tant que responsable de traitement. On a aussi les exigences d'un responsable de traitement. Donc on a vraiment cette double casquette. Donc on est obligé d'interpréter toutes ces réglementations, ces lois, sous 2 prismes différents. Vraiment le prisme du sous-traitant et le prisme du responsable de traitement. Donc ça fait autant d'obligations, d'exigences à traiter, et il nous faut forcément des moyens de coordonner ces exigences et de les traiter. Alors, en quelle mesure vous étiez prêt à vous mettre en ordre de marche, à aller vers la conformité de vos services, sachant que vous avez déjà tout un historique, notamment par rapport à des normes de la série ISO 27000? Oui, tout à fait. Donc chez Claranet, on est certifié ISO 27001 depuis 2011. Donc on a un système de management de la sécurité de l'information qui est en place, qui tourne déjà. Notre démarche, en fait, a été de capitaliser sur cette initiative, sur cette démarche de SMSI, et de l'utiliser en fait comme socle de conformité. Donc le principe, en fait, c'est de partir du SMSI, qui est déjà bien en place et qui tourne, et puis d'ajouter successivement des briques qui s'alimentent des référentiels ou des exigences de nos clients. Donc au fur et à mesure des années, de l'évolution de notre système de management, on a ajouté notamment des briques hébergeurs de données de santé, donc avec les exigences qui viennent de la HDS et puis de la future certification HDS, et très récemment, les exigences qui viennent du RGPD. Du coup, ce système de management, ça nous permet, je rebondis un peu sur ce que vous venez de dire, l'intérêt d'un système de management, c'est aussi d'avoir en fait un ensemble coordonné de processus, de ressources au sein de l'entreprise. Donc ce système de management, il embarque déjà chez nous les équipes techniques, bien sûr, mais également les équipes RH pour la sécurité dans les recrutements, les équipes juridiques pour la veille juridique, etc. Et toutes les personnes en fait, qui pourraient contribuer de près ou de loin à la mise en place d'une exigence chez nous. Donc c'est vraiment un outil de pilotage de la conformité au sens large. Alors, en ayant une base ISO 27001, quelles sont les plus grandes failles ou les manques principaux à combler dans le cadre de cette dynamique de mise en conformité par rapport aux nouvelles législations? Quels sont les chantiers prioritaires? Alors du coup, avec le socle 27001, on a des mesures effectivement sécurité qui sont très poussées. Avec l'arrivée notamment du RGPD, on a dû renforcer la partie du RGPD qui est plus sur l'aspect juridique. Donc il y a des choses dans le 27001 qu'on ne faisait pas forcément, notamment définir les finalités des traitements, avoir une liste des traitements, etc. Donc tout ça, on a dû le renforcer. Et il y a des choses qui existaient déjà, qu'on a juste dû compléter.
Je pense à la thématique de la gestion des incidents de sécurité. C'est un processus obligatoire avec la 27001. Donc on a un processus, il tourne depuis de nombreuses années puisqu'il fait partie du système de management. Et donc on a dû injecter dans ce processus les exigences RGPD qui sont la violation, qui touchent à la violation des données à caractère personnel. Donc dans le RGPD, vous avez diverses thématiques sur lesquelles il va falloir être capable de rapporter en cas de violation de données à caractère personnel. Donc on a enrichi les processus existants pour être capable de rapporter sur ces thématiques-là. Alors nous avons vu dans le GT Cyberlex l'importance de définir le vocabulaire pour avoir une même compréhension entre spécialistes de la SSI et juristes. Un nouveau terme est apparu dans les textes juridiques, c'est le terme de risque, un terme qui est connu depuis longtemps par les RSSI dans le cadre des analyses de risque. Comment est-il interprété par les avocats, maître Clara Petit, pardon. Alors, bonjour, Clara Petit. Donc, je suis avocate au sein du cabinet ITANU. On intervient en matière de conseil et de défense en données personnelles, cybersécurité, propriété intellectuelle et e-commerce. Alors, c'est vrai que la notion de risque, ça n'est pas un concept juridique intrinsèquement. Il peut intervenir dans la notion de droit des contrats, en matière pénale, etc. Mais on s'aperçoit qu'il est devenu aujourd'hui omniprésent dans tous les textes dont on a parlé aujourd'hui. Le RGPD, où il est cité 78 fois. La directive Nice, où il apparaît 39 fois. Et où il est défini, pour le coup, dans cette directive, comme étant donc le risque, toute circonstance ou tout événement raisonnablement identifiable ayant un impact négatif potentiel sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Donc, on s'aperçoit que, en fait, le risque, c'est une notion évolutive et multiple. Par définition, les hackers ont souvent un train d'avance. Et en fait, à la lumière de ces textes, il ne faut pas nier le risque, il faut apprendre à faire avec. Et je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit par les intervenants. En fait, il faut le voir comme une opportunité et faire preuve de bon sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui s'applique, c'est les principes. Il faut pouvoir réfléchir, c'est-à-dire se poser les bonnes questions. Pourquoi on va traiter de telles données, pourquoi on en a besoin, combien de temps on a besoin de les conserver, est-ce qu'il n'est pas préférable de les anonymiser ou de les pseudonymiser, ou est-ce qu'on a besoin de les avoir, voilà, sous quelle forme on a besoin de les conserver. Donc réfléchir, se poser les questions et documenter pour ensuite agir. Voilà, et en fait, les textes, on voit bien qu'il y a une certaine souplesse, il y a des définitions qui sont très larges dans la directive Nice, dans le RGPD, dans les textes européens. Et cette souplesse, il faut en profiter pour faire preuve de bon sens et pour avoir une démarche proactive et justifier qu'est-ce qu'on fait des données, quelle démarche on a, à quoi ça nous sert, et également, en cas d'incident, pouvoir réagir. Et souvent, donc, ça passe par la possibilité de communiquer entre les services pour pouvoir savoir à qui il faut s'adresser en cas de potentiel incident, pour savoir comment détecter les risques et comment minimiser les dommages en cas d'incident survenu. Alors, identifier le risque, c'est quelque chose que le RSSI fait couramment. L'identifier, c'est une chose. On a l'habitude de parler de traitement du risque. Est-ce qu'il s'agit de le réduire? Est-ce qu'il s'agit de le transférer? Est-ce qu'il s'agit de l'accepter? Quelle est la vue du juriste par rapport à ce traitement du risque? Alors oui, il faut sortir du management de la peur et totalement accepter le risque pour pouvoir y faire face, l'identifier, l'évaluer selon les degrés de risque et de probabilité de survenance des incidents, et pour pouvoir
au mieux les anticiper et réagir face à un incident. Voilà. Merci. Alors nous avons vu une multitude de nouveaux textes qui montrent que le législateur a pris en compte les risques les menaces de la cybercriminalité au niveau international. Nous avons une multitude de textes, des textes qui sont au niveau européen, des règlements directement applicables. Nous avons des directives qu'il s'agit de transposer. Nous avons des législations nationales. Lorsqu'on est dans une organisation internationale, comment appréhender ce millefeuille de textes? Maître Pierre Desmarais, comment voyez-vous une harmonisation possible de la compréhension de tous ces textes, ou tout au moins, si on a une vue internationale, comment aborder ces différents textes? Merci. Alors, effectivement, des textes, on n'en manque pas. On a même tout ce qu'il faut et on en crée à l'appel, c'est pas un problème. La question, c'est comment on leur donne vie et surtout comment on arrive à vivre avec quand il s'agit de vivre au niveau international. On a des directives, on a des règlements. Les directives doivent être transposées et théoriquement, les règlements s'appliquent immédiatement. On voit bien avec le RGPD, dont on n'était pas censé parler, que même avec ce RGPD, eh bien, on va faire une loi informatique et liberté bis pour voir comment on l'applique. Pourquoi ? Parce que le RGPD lui-même dit ah bah, dans tel et tel domaine, la loi de l'État membre peut apporter des renforcements. La question à partir de là, c'est comment on arrive, quand on est une entreprise qui veut travailler au minimum au niveau européen, profiter du marché unique, comment on arrive à travailler sans avoir systématiquement un nouvel obstacle juridique dans chaque État membre. Aujourd'hui, je vais parler du RGPD, mais je ne vais pas vous en parler sur le fond, je vais vous en parler sur la forme. Il y a quand même un mécanisme qui est très intéressant dedans. Non seulement on a le futur comité européen de la protection des données qui donne une interprétation uniforme des notions. Ils ont sorti des documents qui sont assez fabuleux sur l'évaluation d'impact sur la vie privée. On a quand même des critères qui sont clairs et qui, a priori, devraient être partagés dans les 27 pays de l'Union européenne dès le 25 mai 2018. Fabuleux. On va enfin avoir un seul son de cloche partout. Deuxième point qui est très intéressant dans le RGPD, toujours pas sur le fond, c'est le mécanisme de cohérence. Aujourd'hui, vous avez combien d'entreprises majeures qui sont installées en Irlande, parce que c'est un pays de l'Union européenne, simplement parce que c'est un paradis des données. La CNIL, là-bas, je crois, enfin l'équivalent de la CNIL en Irlande, emploie 15 personnes, contre, je crois, 200 à peu près en France. Rien que ça fait sourire. Toutes les grandes entreprises ont leur siège là-bas. Toutes les données naviguent là-bas. Pourquoi ? Parce qu'on a une même directive, on a une même Cour de justice de l'Union européenne, on a un même G29, mais les autorités locales interprètent le texte comme elles le veulent. La France n'est pas la dernière à le faire. Hein. Je pense que la directive de 1995 sur la protection des données prévoyait très clairement qu'on avait une co-responsabilité de traitement. Et quand c'est passé au Sénat, je crois que c'est le sénateur turc, justement, qui disait qu'il est impossible de mettre de la co-responsabilité de traitement en France. Bon, donc on voit bien qu'il y a un gap. Et ce mécanisme de contrôle de cohérence va permettre de réduire très rapidement, ou en tout cas beaucoup plus rapidement que s'il fallait systématiquement remonter à la CJUE, ce gap dans l'interprétation du texte. Donc ça, c'est vraiment ça qui me semble très intéressant. Le deuxième point étant ce que j'ai tendance à appeler la privatisation du droit. Et là encore, le RGPD est très clair, en prévoyant ce que la loi informatique et liberté prévoit déjà, des codes de conduite, des labels, qui vont pouvoir être proposés par le secteur privé, par des industriels, et qui vont pouvoir être étendus rapidement au niveau européen. Et là, on se retrouve avec un cadre juridique, juridico-technique, qui peut être harmonisé, qui peut permettre de travailler à ce niveau-là. Donc l'entreprise internationale va passer son, par exemple, label Compliance RGPD garantie. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors ensuite, cette entreprise, elle va peut-être vouloir travailler un petit peu au-delà de l'Union européenne. Et là, ce qui devient intéressant, c'est effectivement tout ce qui est ISO 27001, etc. Pourquoi ? Alors, très simplement parce que ça donne... C'est un petit peu comme en droit des contrats, on a ce qu'on appelle des principes unidroits. Ces principes unidroits sont fabuleux. Ils s'inspirent du droit et des principes généraux du droit pour permettre aux sociétés commerciales de conclure des contrats internationaux en fonction d'un droit qui n'est pas un droit étatique. Fabuleux.
Là, grosso modo, avec l'ISO 27001, vous pouvez dire, ben voilà, j'ai un système de management de la sécurité de l'information, et ça va être des bonnes pratiques qui sont partagées dans à peu près tous les pays du monde. L'immense majorité va les reconnaître. Ce qui vous permet d'avoir des systèmes qui sont viables. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, et je crois qu'on est un petit peu pressé, donc je vais conclure là-dessus, c'est que ces normes ISO deviennent juridiques. L'ISO 27001, l'ISO 27018 sur le cloud sont clairement désormais dans le droit français, ou plutôt vont le devenir, une fois que les référentiels d'hébergement de données de santé auront été approuvés par arrêté du ministre. Autre exemple, et là on est sur un référentiel totalement privé, PCI DSS, qui lui est dans les recommandations de la CNIL, qui ont force obligatoire, et la CNIL nous dit que très clairement, désormais, pour tout ce qui est sécurité des paiements en ligne, PCI DSS. Donc, je pense que la solution, elle n'est pas dans l'accumulation des textes, elle vient plutôt du secteur privé, qui remonte des bonnes pratiques, qui édicte des sortes de normes, lesquelles sont, entre guillemets, adoubées par les pouvoirs publics et permettent d'avoir ce que les législateurs du monde entier n'ont pas réussi à faire. C'est une vision globale du droit de la sécurité, que ce soit des systèmes d'information, de l'information elle-même, ou des protections des données. Nous allons donner maintenant la parole à la salle pour les participants à la table ronde et aussi pour les intervenants du début de la conférence. Alors, qui se lance pour une première question? Je vois là-bas Jean-Yves. Oui, bonjour. J'ai une question quand même, parce que je sais que tu n'as pas eu beaucoup de temps pour répondre à cette question très intéressante de savoir comment on modifie le SMSI. Il y a aussi le métier là-dedans, et donc le RGPD, parce qu'enfin on pourra légitimer le SMSI ou inversement. Je ne sais pas très bien qui légitimera l'autre, mais quoi qu'il en soit, tu as parlé de la gestion d'incidents. Or, tu as limité la gestion d'incidents à la problématique de violation et de la notification des autorités de contrôle. N'empêche que c'est beaucoup plus large que ça. La gestion d'incidents, c'est la gestion d'incidents à tout incident, tout défaut par rapport au règlement européen. Et donc tous les articles, y compris droit des personnes. Donc il n'y a plus que uniquement le SMSI, il y a aussi le métier là-dedans. Et donc il faut faire rentrer le SMSI dedans, ou plutôt faire rentrer les métiers dans le SMSI. Et ça devient super complexe. Est-ce que ma vision est bonne, ou est-ce que... L'exemple de la violation de données à caractère personnel, c'est le plus simple pour rattacher. Voilà, c'est un exemple, c'est le plus simple pour rattacher au processus de gestion des incidents. Mais effectivement, le processus de gestion des incidents, il est beaucoup plus large que ça, et il embarque effectivement tous les métiers de l'entreprise. Donc, de toute façon, ça doit être en fait un processus qui tourne dans toute l'entreprise. Le processus, il n'est pas seulement pour les gens qui traitent des données à caractère personnel ou quoi que ce soit. C'est un processus large de gestion de l'incident. Le respect des droits des personnes va au-delà de la sécurité de l'information. Et donc on dépasse un peu, j'ai peur, le cadre du SMSI pur, tel qu'on l'imaginait depuis quelques années. Cela dit, alors c'est vrai que si tu te rattaches juste au contrôle 27002, on va s'arrêter à la sécurité de l'information. C'est ce que je disais, on a essayé d'empiler d'autres briques que la 27002. Aujourd'hui, notre déclaration d'applicabilité, ce n'est pas une 27002, c'est une 27002++, qui intègre les exigences qui vont venir de l'agrément de données de santé, et également 27018 pour la protection des données dans le cloud. Et là, on récupère des contrôles qui sont vraiment plus sur le domaine juridique. Donc, où on va trapper tout ce qui est finalité, tout ce qui est consentement, tout ce qui est gestion du droit des personnes. Voilà. Donc, c'est vraiment se servir du SMSI comme base, mais empiler les briques et trapper des contrôles qui sont peut-être plus éloignés de la sécurité de l'information, mais les faire rentrer dans le système de management. Je crois que c'est une très bonne initiative aussi de Cyberlex et d'Inclusive d'approcher les avocats, mais je crois qu'on devra travailler beaucoup plus encore ensemble. Je m'explique. Il y a deux choses que j'étais très étonné que les avocats ne réagissent pas. On n'a parlé pas des lois, parce que la seule loi à l'intérieur de tout ça était les LPM. Il y a quelque chose qui paraissait un peu une loi, et je dirais que c'est ce qui s'apparente le plus à une loi, qui est le RGDP, parce qu'il y a eu un énorme débat au niveau des parlements européens et dans chacun des pays.
Et pour le reste, j'étais très intéressé par la présentation de Thierry, c'était que des règlements. Donc, des faits autoritaires établis par l'exécutif. Et je suis désolé, mais rien ne va m'empêcher de faire croire que les nouveaux règlements des droits des affaires, il n'y a qu'un seul sens, c'est les anti-révélateurs d'affaires. J'ai dit simplement que si cette loi elle existait, Uber n'aurait jamais dit qu'il avait été attaqué parce qu'il n'aurait pas eu peur que quelqu'un révèle à sa place parce qu'il irait en tôle. Mais je voulais aller à un truc qui est beaucoup plus essentiel. On ne se comprend pas sur les risques. J'ai dit que la meilleure façon de comprendre un risque, c'est de comprendre les médecins. C'est d'ailleurs un chirurgien, une chirurgienne pour être exact, qui m'a fait comprendre ce qu'est le risque. Elle évalue les risques à chaque coup de bistouri qu'elle donne. Son opération, c'est un ensemble d'évaluation des risques dans le vrai sens des termes. Est-ce que je les laisse paralytiques ou je les laisse sans voix? C'est ça une analyse des risques. Et pour vous donner une idée de ce qui peut être méchant en règlement, l'assurance maladie, où j'ai travaillé avant de dire que je vais me reposer en paix, il y a un truc qui est génial, que malheureusement je crois que peu de gens utilisent, qui est une base d'informations sur les médecins, qui contient y compris les tarifs. Donc, vu du point de vue des médecins, il y a énormément d'informations personnelles, faiblement protégées. Alors, je m'explique pourquoi faiblement protégées, parce qu'il a fallu que nous, on fasse les choix entre protéger l'information du médecin et protéger les droits d'une personne de 80 ans à trouver un médecin. Ça, c'est une analyse des risques. C'est pas, j'ai mis la quantité des mécanismes de sécurité pour que ça n'arrive pas. Si Uber aurait pu être conforme à l'RGDP, il aurait eu quand même un piratage. Et puis, ne parlons même pas de la 27 Milan, qui fait du management de la sécurité, mais pas de la sécurité. Mais il est essentiel de comprendre que si l'RGDP aurait été mal écrit, par exemple écrit comme l'RGS, et dire la mesure technique que vous devez mettre, c'est un CAPTCHA, et ça résolu à haute sphère de l'Europe dans un cabinet obscur, ben, tous les anciens de la France et des Navarre n'auraient plus accès au choix de médecins. Non, mais tu as tout à fait raison dans le cadre de l'analyse des risques, et c'est souvent là qu'il faut se tourner vers un juriste et éventuellement l'avocat extérieur, c'est faire la balance entre deux intérêts qui peuvent être contradictoires dans certains cas. Donc là, ton exemple est tout à fait parlant s'agissant du médecin et des données mises en ligne. S'agissant de Uber, je dirais qu'on a une information, je crois que c'est la CNIL française, parce que là, il y a une enquête de toutes les CNIL européennes sur le sujet. Et là, il y a un article hier où quelqu'un de la CNIL a dit que Uber était carrément irresponsable. C'est-à-dire que vraiment, là, il n'y avait même pas un début de mesure de sécurité. Mais tu as raison. C'est pas parce qu'on aura documenté à fond avec des codes de conduite, des chartes informatiques, un organigramme en disant voilà, une cartographie nickel. Je veux dire, ça va au-delà de ça, le RGPD. C'est pour ça que je dis, il y a énormément de prestataires actuellement, des consultants de toutes sortes qui vendent du audit, etc. Nous, encore une fois, en tant qu'avocat, je pense que là, je suis la plus âgée autour de cette table, mais je suis sûre que mes consoeurs et mes confrères n'ont pas attendu l'arrivée du RGPD 25 mai 2018 pour se préoccuper de l'analyse de risque et de la protection des données de caractère personnel depuis la loi du 6 janvier 78. Je veux dire, là, on est tous en train d'être confrontés dans le cadre de nos audits divers et variés au fait qu'en réalité, les sociétés, elles se préoccupent certes du 25 mai 2018 et on comprend que les sanctions annoncées font plus peur que ce qu'il y avait avant, mais en réalité, quand on audite, là, on relève d'ores et déjà des non-conformités, mais du droit au droit positif. Donc c'est pour ça que, effectivement, le RGPD, on ne devait pas en parler. Mais on est tous d'accord. D'ailleurs, en général, quand on dit ça, c'est qu'on a le sentiment que tout le monde va avoir envie d'en parler. Parce que c'est vraiment, je pense, encore une fois, mettre de la gouvernance dans les entreprises et les obliger, une bonne fois pour toutes, même si malheureusement, il faut mettre des sanctions très lourdes à la clé, à instaurer une gouvernance et faire en sorte que les gens se parlent. Et effectivement, qu'on analyse le risque.
Et là, l'analyse de risque, ça se fera avec les différents métiers, marketing, DRH, et ça sera certainement une balance à faire, et souvent un équilibre assez difficile à faire entre la protection des données à caractère personnel par rapport peut-être à des intérêts qu'on va peut-être, dans certaines circonstances, mais là, je pèse mes mots, je ne dirai pas plus, considérer que c'est plus élevé que la protection des données. Et ça, c'est l'expérience de l'avocat, c'est l'expérience du DSI, c'est l'expérience métier qu'on a tous au fil des années qui fera cette analyse. Mais ça, il ne s'agit pas de répéter, comme on le fait un petit peu tous pour évangéliser, comme des perroquets, ce que prévoit le RGPD. Ça va au-delà de tout ça. Parce que j'étais avec Madame Nerbonne de la conformité de la CNIL la semaine dernière, où un des intervenants a dit que le RGPD, avec ses 179 considérants et je ne sais combien d'articles, et j'apprends qu'il y avait combien de fois le terme risque 38 78, voilà. Il considérait que c'était un texte hyper clair. Et moi, j'ai été la première à lui dire, mais alors non, parce que quand on a dans les mains dans le cambouis, surtout vous, DSI, RSSI, c'est tout sauf clair. C'est-à-dire, il y a plein de questions qui demeurent sans réponse. La CNIL, normalement, doit fournir d'autres documents, etc. Et je pense que ça va être au long cours qu'il va falloir affiner notre analyse. C'est pour ça que le bon sens a toute sa place, en fait. Exactement. Et souvent, le bon sens, c'est l'expérience et le dialogue. Nous allons prendre une dernière question. Je pense que le RGPD se résume en analyse de risque. Concrètement, je ne pense pas qu'on puisse dire « je suis conforme à 100% au RGPD », que ce soit aujourd'hui, le 25 mai 2018 ou le 1er janvier 2019. Ça ne sera pas possible. Il faudra faire des analyses de risque tous les jours. Alors, on a un petit peu parlé justement de privacy by design et pas défaut. Alors, je m'excuse déjà, hein, je vais aussi un peu parler du GDPR, mais je pense que ce n'est pas que le cas dans le GDPR. Justement, aborder la notion de traitement entre le sous-traitant et le responsable de traitement. Donc, madame en parlait un petit peu tout à l'heure. Ma question, c'est justement comment, au niveau de l'aspect juridique, va être organisée un peu cette question de qui sera vraiment le responsable de mener les actions initiales, que ce soit la création du PIA, entre un client, son prestataire, en sachant qu'aujourd'hui, on voit bien déjà que c'est souvent très problématique, pas que au niveau de la sécurité, mais déjà de définir des exigences qui va dire, qui va trancher, même s'il y a cette notion de co-responsabilité. Voilà. Donc je pense qu'il y aura aussi, encore une fois, la notion de bon sens qui ressortira. Mais comment ça va se passer? Est-ce que ça va être le client qui fait 60% du boulot et qui dit voilà à quoi ça va servir mon outil in fine, comment il va être utilisé, et le prestataire? Et est-ce que le prestataire, finalement, prend beaucoup de risques à ne pas répondre et à ne pas orienter son client en disant attention, par contre, là, vous ne prenez pas du tout en compte le règlement. Voilà, comment ça va se passer? Oui, pour répondre à votre question, initiée, ce serait plutôt côté responsable de traitement. Après, en tant que sous-traitant, on a un devoir d'assistance, on a un devoir de conseil, on a un devoir de coopération. Donc forcément, on va être impliqué dans le processus de formalisation du PIA, ne serait-ce que pour apporter les mesures de couverture ou non des risques et éventuellement des prestations complémentaires si jamais le risque n'est pas assez couvert, j'ai envie de dire, ou si le client n'a pas envie d'accepter les risques résiduels du PIA, voir comment, soit nous, soit un autre sous-traitant, on est capable d'apporter de la prestation supplémentaire ou des mesures complémentaires à l'offre qui a été faite. Notre conférence va se terminer ici. Je vais laisser la parole maintenant à Thierry Chiofalo, qui va nous parler du sponsor qui va nous accueillir juste après pour le cocktail.